Bonjour, merci de me recevoir. Merci à M. Raquin et M. De Gauche de me recevoir ici au Club des Processus. Voilà, je me présente très rapidement. J'ai un parcours dans le conseil en innovation ou en tant que chef de projet dans l'innovation dans les grands groupes, tels que Danone, Air Liquide, Schneider et aussi aux États-Unis, où j'ai travaillé pour Merck et Pfizer. Moi, je m'intéresse à les raisons pour lesquelles, ce qui fait qu'on développe des innovations que les gens achètent. Alors, pourquoi l'innovation est nécessaire? Je pense que tout le monde est prêt à dire que l'innovation c'est important, mais quand on voit l'allocation budgétaire et l'allocation de moyens, on voit que ça ne suit pas toujours les bonnes intentions, donc il y a un double discours. De fait, on a réalisé une étude, un professeur de management américain a réalisé une étude, elle a surveillé 2347 entreprises, elle a essayé d'identifier, parmi les entreprises qui avaient une capitalisation boursière de plus d'1 milliard de dollars, quelles étaient celles qui avaient réussi à avoir une croissance de 5% par an pendant 10 ans, de façon consécutive. Donc c'est une question que je vous pose. À votre avis, sur 2347 entreprises, combien sont parvenus à faire 5% de croissance par an pendant 10 ans? 500? Qui dit mieux? 10? Oui. Là c'est 5, c'est ça? 5, 2. Ok, bah écoutez, la bonne réponse c'était 10. Donc ça ne fait pas beaucoup. Il y a donc 10 entreprises, ce qui correspond à moins de 1%, qui font 5% de croissance par an pendant 10 ans. Alors, la spécificité de ces entreprises, c'est qu'elles ne sont pas petites. Donc ça, ce que ça suppose, c'est que l'idée de faire des spin-offs pour diversifier ces activités, ça ne permet pas de pérenniser la croissance. Elles ne sont pas non plus grandes, donc ça veut dire que l'idée de faire des fusions-acquisitions pour doubler son chiffre d'affaires ou augmenter par 20%, ça ne permet pas de pérenniser la croissance. Elles ne sont pas non plus particulièrement jeunes, il y a des entreprises dans les 10 qui ont plus de 1 siècle. Elles ne sont pas non plus dans une industrie déterminée, donc parce que ça remet en cause l'acquisition pour être présent dans telle ou telle industrie. Et elles ne sont pas non plus présentes dans une géographie particulière, comme par exemple les marchés émergents. Ce qui remet en cause un relais de croissance qui est celui de par exemple d'investir en Inde ou en Chine. Donc en fait, quand on dit ça, ce qu'on dit, c'est que les leviers de croissance habituels, par le biais de l'acquisition, par le biais de la diversification géographique, sont inopérants si le critère retenu est celui de la pérennisation de la croissance. Mais elles ont une chose en commun, c'est que ces entreprises, elles innovent. Donc en fait, quand on dit ça, ce qu'on dit, c'est que l'innovation est le vecteur pour pérenniser la croissance dans une entreprise. Et pour connaître assez bien les vice-présidents d'innovation et direction générale, je suis assez certain qu'ils seraient d'accord avec l'affirmation, mais quand on voit ensuite les décisions économiques qui sont prises, ça ne suit pas. Le constat avait d'ailleurs également été fait par M. Gallois dans son rapport sur la compétitivité, et il disait que l'innovation était déterminante pour renouer avec davantage de marge, notamment dans les entreprises qui étaient industrielles. Alors, le problème, c'est que réussir l'innovation, c'est très compliqué. En effet, on a regardé, donc ça c'est une autre étude du Harvard Business Review, on a regardé en à peu près 25 000 nouveaux produits de grande consommation. On a vu que sur les 25 000 nouveaux produits de grande consommation, chaque année qui étaient mis sur le marché nord-américain, il y en avait 70% qui étaient retirés du marché, entre 70 et 90% qui étaient retirés du marché en l'espace de 12 mois seulement. Donc ça montre que réussir l'innovation, c'est particulièrement compliqué. Et on sait que, en tout cas pour ce qui est des entreprises américaines du Fortune 500, le coût cumulé des échecs de l'innovation, c'est à peu près 100 milliards de dollars. Et là, c'est un PDG d'une entreprise de conseil en innovation qui s'appelle Anthony Ulrich, qui travaille chez Strategin à San Francisco. Alors, il y a plusieurs explications à la difficulté de l'innovation. La première, c'est celle-ci, elle a été offerte par Clayton Christensen, qui est un professeur à Harvard. Et donc ça, c'est la théorie de l'innovation de rupture qui fait référence aujourd'hui. Donc il y a donc deux axes, comme vous pouvez voir, la performance et le temps. Il y a deux droites, il y a la demande du marché et l'offre produit. Et ce qu'on voit, et ça, ce genre de phénomène se répète d'industrie en industrie. Là, j'ai pris l'exemple des disques durs.
ce qu'on voit, c'est que la tendance naturelle des entreprises, c'est de développer et de perfectionner leurs produits de telle sorte que c'est supérieur à ce que veulent les gens du marché. Donc au début, par exemple, c'est le cas aujourd'hui dans les batteries électriques, notamment dans le domaine automobile. Au début, en fait, la demande du marché en qualité ou en autonomie pour ce qui est des batteries électriques est supérieure à ce que l'industrie est capable d'offrir, mais à force d'investissement année après année, ça se perfectionne, et un jour, ce qui se passe, c'est que les entreprises excèdent le besoin du marché, et à ce moment-là, les consommateurs, les clients ne suivent plus avec des achats effectifs de ces nouvelles innovations. C'est le cas, par exemple, des disques durs qui tournent, là, puisque aujourd'hui, on voit que ce marché est en train de se transférer sur les disques durs qu'on appelle SSD, qui, bien qu'elles ont des capacités de mémoire inférieures, disposent d'autres atouts, tels que la robustesse, ce qui est particulièrement important dans les situations de mobilité. Et donc, la valeur se reporte sur d'autres critères de performance. Et les entreprises ne savent pas prévoir ce moment où elles perdent la relation avec la demande du marché. Alors, que font les entreprises? En tout cas, pour ce qui est des entreprises d'ingénieurs, c'est quelque chose que je vois de façon assez fréquente, notamment dans les entreprises françaises. Les entreprises industrielles françaises, où il y a beaucoup d'ingénieurs, elles se tournent vers les consommateurs. Elles disent qu'il faut absolument qu'on parle à nos consommateurs pour voir ce qu'ils ont à nous dire, et qu'on essaye d'innover avec eux, et qu'on fasse porter nos efforts de R&D en fonction de ce que nous ont dit nos consommateurs. Donc ça, c'est aujourd'hui, il y a des projets de transformation et d'innovation dans plusieurs grands groupes français qui sont de cet ordre-là. Le problème, c'est que dans d'autres industries, telles que la grande consommation, on a déjà fait ce virage de la proximité avec le consommateur depuis une trentaine d'années. Et en tout cas, pour ce qui est de Coca-Cola, on pourrait multiplier les exemples. Ils avaient mis sur le marché une nouvelle formule de Coca-Cola dans les années 80, et ils avaient dépensé, pour valider leur nouvelle formule, 4 millions de dollars en études consommateurs. Eh bien, cette nouvelle formule a été retirée du marché en 7 mois. Et récemment, Danone, par exemple, avait mis sur le marché SN6, qui est un yaourt particulier avec des effets sur la peau. Donc là, il y avait aussi des centaines de milliers d'euros dépensés dans les études consommateurs, et de nouveau, le produit a été retiré du marché en l'espace d'un peu plus de 2 ans. Donc, en gros, ce qu'on voit, c'est que la course technologique, ça ne marche pas. Parler aux consommateurs, ça ne marche pas. Et il faut dire que ça, c'est pas nouveau. Ça avait été pressenti par le PDG et le fondateur de Sony, Aiko Morita, qui lui disait « Je ne parle même pas aux consommateurs parce que de toute façon, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. » Et en fait, quand il disait ça, ce qu'il exprimait, c'était quelque chose dont on a aujourd'hui une connaissance qui est factuelle, puisque en fait, et d'ailleurs ça sera l'objet d'un test, supposons qu'on vous donne cet exercice à faire. Voilà, vous devez fixer la bougie pour faire en sorte que la cire ne tombe pas sur la surface plane. Comment procéderiez-vous? Vous avez ce matériel donc, que vous voyez à l'écran. Voilà, exactement. Il faut mettre la bougie dans la boîte, et donc il faut retirer les punaises de la boîte et se servir de la boîte comme support dans lequel on met la bougie. Donc ça, il y a 23%, vous faites partie des 23% de personnes qui trouvent la solution à ce problème. La plupart des gens ne trouvent pas la solution à ce problème, et figurez-vous, et ça c'est encore plus inquiétant, que si on vous donnait un bonus financier pour trouver une solution à ce problème, vos chances de trouver la solution diminueraient. Voilà. Donc c'est assez particulier, surtout qu'on sait que beaucoup d'entreprises fonctionnent selon le mode de rémunération, bonus, etc. Donc voilà, la solution c'est ça. Un autre exemple, moi c'était il y a quelques années, je me promenais à New York, et bon, c'était un samedi, j'avais pas grand chose à faire, et puis il y avait des stands avec des gens, et puis il y a une personne dans un stand de Toyota qui m'a dit comment on fait pour améliorer une voiture. Donc moi j'ai dit il faudrait un meilleur moteur, des freins, etc. Donc en fait, ce qui est intéressant dans cette réponse, qui devait être la réponse de 80% des gens à qui ils ont parlé ce jour-là, c'était que j'acceptais la voiture comme ce qu'elle était, c'est-à-dire un moyen de transport, et je me disais il faut améliorer ce qui existe pour rendre les conditions de transport meilleures. Mais si on m'avait vu utiliser une voiture, ce qu'on aurait vu, c'est quelqu'un qui passe des coups de téléphone dans sa voiture, qui utilise son ordinateur en même temps,
qui, quand il voit que le feu rouge, là il sort l'ordinateur, il change la propale, etc. Et puis, ah, c'est le feu vert, et vite, il faut remettre l'ordinateur à côté, etc. Une discussion, une conférence téléphonique au téléphone, etc. Alors qu'on conduit. Bref, si on avait vu l'usage que je faisais de la voiture, on aurait vu quelqu'un qui utilise la voiture non pas comme un véhicule de transport uniquement, mais comme un bureau mobile. Donc comme un deuxième bureau, mais qui bouge en fait, comme un bureau avec des roulettes en dessous. Et donc, une fois que vous avez une conception comme ça, les idées d'innovation, elles affluent, puisque par exemple, vous pourriez avoir une imprimante dans la boîte à gants, qui fait qu'au lieu d'arriver chez le client sans imprimante, sans impression, il y a quelque chose qui est imprimé. Ou alors le fait de fixer l'ordinateur quelque part sur le fauteuil, pour que quand on tourne à gauche, tout ne tourne pas sur le côté. Enfin, il y a des centaines d'idées qui peuvent venir comme ça. Alors, de façon plus générale, la difficulté qu'on a, et je pense que c'est une difficulté qui nous est commune à tous, c'est qu'on pense que les consommateurs ont des besoins. Ça pose déjà deux problèmes. D'une part, le problème de la définition du terme besoin, qui n'est partagé, les études le montrent, que par 5% des gens. Donc en gros, on emploie les termes, les gens mettent des sens différents, donc en gros on ne sait pas de quoi on parle. En fait, les gens, ils ont des choses à faire dans leur quotidien. Par exemple, moi tous les matins, je vais de chez moi à mon travail. Et donc pour ça, j'ai le choix entre différents produits que je vais recruter qui vont m'aider à réaliser cette tâche du transport. J'ai le choix entre le Vélib, le métro, la voiture, le bus, etc. Selon les circonstances. Quand il pleut, en général, je ne prends pas le Vélib. Et donc, c'est dans ce contexte opérationnel de ce que les gens ont à faire dans leur quotidien qu'il faut s'inscrire quand on veut innover, au lieu de réfléchir à des besoins qu'on est en train d'imaginer, et voilà. Alors, en synthèse, et je parle ensuite à la deuxième partie de mon propos, l'innovation, c'est le seul moyen de pérenniser la croissance. Or, l'innovation est difficile parce que dans les grandes boîtes d'ingénieurs et dans les autres entreprises aussi, on est dans la course au perfectionnement de quelque chose qui existe déjà. Et on excède ce que veulent les consommateurs. En même temps, on se tourne vers les consommateurs pour leur demander ce qu'ils veulent, et eux, ils ne savent pas répondre parce qu'ils vous disent il me faut un moteur plus puissant, alors qu'en fait, ils se servent de leur voiture pour travailler. Donc comment on fait pour sortir de ce problème ? Je vais essayer d'aborder ce problème, cette question, en m'appuyant sur une industrie qui a connu des bouleversements très importants sur les 65 dernières années, qui est l'industrie musicale. Et à partir de cet exemple, on va en induire des enseignements dont on verra s'ils pourront s'appliquer plus largement à d'autres industries. Donc voilà, l'industrie musicale, en 65 années, on est passé du disque 45 tours à la cassette, au CD, à l'iPod, et finalement, assez récemment, au site de streaming d'écoute en ligne, tels que Deezer, par exemple. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des bouleversements absolument majeurs, puisque là, il y a un double bouleversement, à la fois du produit, mais aussi de qui est leader sur ces marchés, puisque là, pour chaque paradigme produit, pour chaque paradigme technologique, il y a une entreprise déterminée qui est leader, et ce n'est jamais la même qui est leader sur le truc d'après. Par exemple, Apple, c'était pour iPod, et Deezer, Apple n'est plus là. Donc, juste pour expliquer, puisque je parle d'Apple, la chute, la diminution de la croissance pour ce qui est des ventes d'iPod, elle est phénoménale. Et donc, ça montre la violence des bouleversements industriels dans une industrie qui passe d'un paradigme produit, d'un paradigme technologique à un autre. L'innovation, elle bouleverse, elle fait que le premier devient dernier, celui qui n'existait pas, il devient premier. Voilà, c'est ça l'effet de l'innovation. Et à chaque fois, les gens, dans toutes ces entreprises, ils ont tous commis la même erreur. C'est-à-dire, ils ont tous pensé que les gens voulaient un iPod. Mais en fait, les gens ne veulent pas d'iPod. Ils veulent écouter de la musique. Les gens ne veulent pas écouter des CD, ils veulent écouter de la musique. Les gens ne veulent pas avoir Deezer, ils ne veulent pas avoir des disques 45 tours, ce qu'ils veulent, c'est écouter de la musique. Et donc, à chaque fois, on a fait porter l'effort d'innovation, l'investissement d'innovation, sur le produit. On a fait que, par exemple, l'iPod devienne plus de capacité, donc plus de chansons, plus robuste. Quand il tombe, il ne casse pas. Même chose pour les CD, même chose pour les cassettes. Mais c'est pas ça l'objet de l'innovation. L'objet de l'innovation, c'est pas le produit. L'objet de l'innovation, c'est ce que les gens cherchent à faire. L'objet de l'innovation, c'est la tâche que les gens cherchent à accomplir. C'est-à-dire le fait d'écouter de la musique. Voilà. C'est ça le point commun entre ces différents bouleversements industriels. Et je dirais, même pour poursuivre mon idée,
quand on dit que ce que les gens cherchent à faire, c'est écouter de la musique, eh bien, à chaque fois qu'on est passé d'un paradigme technologique, d'un paradigme produit, d'un paradigme industriel à un autre, ce qu'on a changé, c'est notre façon de consommer de la musique. On a optimisé, on a simplifié la façon qu'on avait de consommer de la musique. Pour expliquer mon point, ce qu'on peut dire, c'est que le processus de consommation de la musique a environ 8 étapes. Il y a déjà prendre connaissance de la situation. Par exemple, quand je suis en Vélib et que je vais écouter de la musique, je ne suis pas dans la même situation que quand je suis dans mon salon. Je n'utilise pas les mêmes écouteurs. Je sais que si j'ai mes super écouteurs qui cachent le bruit, je risque de me faire passer dessus par un bus. Ensuite, une fois que je sais quelle est ma situation, je cherche à mettre la main sur la musique que je souhaite. Donc dans le cas, par exemple, des disques 45 tours, les gens devaient avoir une bibliothèque vers laquelle ils s'orientaient pour prendre les éléments musicaux qui les intéressaient. Ensuite, on va organiser la musique. Donc dans le cas des 45 tours ou des cassettes, on est sur une organisation séquentielle, c'est-à-dire que sur la cassette A, il y a piste 1, 2, 3, 4, etc. Et l'ordre est imposé. En revanche, avec l'iPod, on passe d'un ordre séquentiel à un ordre qu'on qualifie parfois d'aléatoire, de shuffle. Et ensuite, pour ce qui est de Deezer, en plus de ce mode-là, il y a un autre mode qui est que l'intelligence artificielle de ce site vous propose des musiques qui pourraient vous convenir également. Ensuite, on écoute. Ensuite, on confirme l'ordre d'écoute. Ensuite, on écoute effectivement la musique. On aimerait modifier l'expérience, plus de volume, plus de basse, moins de basse, etc. On peut modifier la sélection musicale. Et donc, à chaque fois, sur les paradigmes produits que je vous ai montrés, on procède de façon différente pour faire cette septième étape-là. Et chaque paradigme produit a permis de simplifier chacune de ces 8 étapes. Et enfin, à la fin, on évalue l'ensemble de l'expérience. Alors, pour donner un exemple, si on compare l'iPod à Deezer, ce qu'on voit, c'est que Deezer, il améliore 4 étapes des 8 processus de consommation. Avec Deezer, mettre la main sur la musique souhaitée, c'est plus facile parce que vous pouvez écouter de la musique dont vous n'êtes pas propriétaire. iPod, c'était aussi une révolution puisqu'on pouvait acheter de la musique sans aller au shop, là, au magasin des disques. Mais Deezer améliore encore ça. En plus, vous savez que telle personne écoute de la musique, on peut vous recommander de la musique. Ensuite, l'organisation de la musique, et j'en ai parlé tout à l'heure, est également optimisée quand on passe de iPod à Deezer, puisque en plus du mode shuffle qui existe sur iPod, il y a un mode qui tient compte de vos consommations passées et qui va vous proposer une musique qui pourrait être pertinente étant donné les goûts que vous avez, qui sont les vôtres, étant donné votre consommation musicale. On peut modifier l'expérience d'une façon plus riche sur Deezer que sur iPod. Par exemple, il n'y a pas que le volume sur lequel on peut jouer, il y a aussi toutes sortes d'éléments sonores qu'on peut modifier. Et enfin, la modification de la sélection musicale est également optimisée. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'une innovation de rupture, c'est une innovation qui optimise idéalement chaque étape du processus de consommation. Et ça, c'est l'erreur que tout le monde fait. Les gens pensent que l'innovation de rupture, c'est un truc, c'est la voiture à 5 roues, c'est-à-dire un truc qui n'a rien à voir avec ce qui était fait avant. Mais pas du tout. Une innovation de rupture, c'est quelque chose qui optimise, qui simplifie ce qu'on fait déjà. Il y a 2000 ans, les gens, ils allaient déjà de leur travail, de chez eux à leur travail. Et pour ça, ils recrutaient différents produits, par exemple le chariot, la marche à pied, etc. Aujourd'hui, on cherche encore à faire exactement la même chose. Et pour faire ça, on recrute différents produits. Ce qui est intéressant là, c'est que quand vous choisissez vous-même, par exemple, quand vous êtes venu à cette conférence, de venir en métro, vous avez recruté le produit métro. Et donc, à ce moment-là très précis, vous avez acheté le produit métro. Et donc, vous n'avez pas acheté les produits concurrents, tels que la Peugeot, tels que le Vélib, etc. Donc, c'est ça qui explique le processus d'achat de l'innovation. Vous avez acheté une innovation plutôt qu'une autre, parce qu'à un moment précis, elle vous permettait de simplifier une tâche que vous souhaitez accomplir dans votre quotidien. Toutes les personnes qui disent qu'on va créer de nouveaux usages et de nouveaux marchés, ça c'est pas vrai. On ne crée pas de nouveaux usages. Les tâches, les gens, ils ont des tâches qui restent les mêmes, quelle que soit l'époque
Et donc, le seul objet de l'innovation de rupture, c'est optimiser ce que les gens cherchent déjà à faire dans leur quotidien. Alors, voilà, ça c'est quelques grandes considérations. Maintenant, peut-être pour entrer dans des éléments un peu plus concrets, comment on fait pour réussir l'innovation de rupture? Eh bien, c'est très simple. Il se trouve que l'ensemble des processus de consommation ont tous les processus de consommation ont toujours la même structure. C'est toujours un truc qui comporte 8 étapes, qui commence toujours avec la définition. Donc au début, vous devez définir vos objectifs dans la réalisation de telle ou telle tâche. Par exemple, je veux aller de chez moi au travail, mon objectif c'est d'y être en moins de 30 minutes. Vous avez des contraintes. Il pleut. Donc moi qui adore le Vélib, en général je ne prends pas le Vélib. Voilà. Vous avez un plan d'action quand il s'agit de réaliser une tâche qui est complexe, où il y a une multiplicité d'intervenants qui sont là. Il faut voir qui fait quoi et quand. Ensuite, il faut trouver les éléments, qui soient tangibles ou intangibles, qui vont vous permettre de réaliser cette tâche. Dans le cas de la musique, il faut trouver l'iPod. Il faut trouver le morceau de musique que vous voulez écouter. Dans le cas des disques 45 tours, il faut trouver l'appareil 45 tours, il faut trouver les disques, etc. Dans le cas du transport, par exemple automobile, il faut trouver la voiture. Ensuite, il faut préparer l'ensemble des éléments. Donc, il faut mettre le disque 3 dans le lecteur de disque, voilà, le disque 8, etc. Une fois qu'on a fait ça, il faut confirmer le plan d'action. Donc, si c'est écouter de la musique, donc il faut passer qu'on va écouter la piste 1, et ensuite la piste 3, et ensuite la piste 5. Ensuite, il faut exécuter effectivement la tâche que l'on souhaite accomplir, c'est-à-dire, dans le cas de la musique, écouter de la musique, dans le cas du transport automobile, être transporté par une voiture. Ensuite, il faut surveiller la réalisation de cette tâche. Peut-être qu'il y a des changements dans votre environnement qui font qu'il faudra mettre la musique plus fort. Moi, quand je suis en Vélib et que j'écoute de la musique, quand je passe à côté d'un bus et que c'est le feu rouge, et bien là, je sors mon iPhone et je mets la musique plus fort. On peut modifier, donc c'est ce que j'expliquais, la réalisation de la tâche, donc changer la musique, ou la mettre plus fort par exemple. Voilà, et enfin on peut conclure, et dans certains cas, comme par exemple au bloc opératoire, lorsqu'il y a la fin d'une opération, il faut faire un travail de compte-rendu et de retour sur l'expérience. Et parfois, ce travail de conclusion, c'est en fait la première étape du processus de consommation suivant. Par exemple, après l'opération, il faut passer au processus qui consiste à que la personne soit, je sais pas moi, qu'elle soit transférée dans tel ou tel autre endroit de l'hôpital. Donc en fait, la première question qu'il faut se poser quand on veut innover et qu'on veut réussir l'innovation de rupture et qu'on veut créer des innovations que les gens achètent, c'est analyser le processus de consommation de vos clients. Et ce processus de consommation, je l'ai dit et je le répète, il comporte 8 étapes. Quand vous cherchez à analyser ce processus de consommation, il faut bien comprendre que, certes, vous cherchez à comprendre comment les gens consomment aujourd'hui, mais en fait, ce que vous aimeriez faire, c'est idéalement, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire. Lorsque la personne sort une cassette de sa bibliothèque, elle cherche la musique, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver une façon encore plus simple de l'aider à trouver son morceau de musique? Et donc il faut pour chaque étape de ce processus, il faut voir non pas ce que les gens font effectivement, mais aussi ce qu'ils cherchent à faire. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous avez une très bonne base pour commencer à chercher des idées. Une des erreurs que font beaucoup de grandes entreprises, c'est commencer à chercher des idées sans savoir pourquoi. Donc moi j'ai fait partie de plus d'une centaine de sessions de créativité dans plein d'entreprises différentes, et on va inventer la machine à laver qui est violette, etc. Et puis on va faire la bouteille d'eau qui se transforme en triangle, j'en sais rien. Enfin non, là il faut voir ce que les gens cherchent à faire, et à partir de cette compréhension-là, on voit comment on peut leur simplifier la vie. Et effectivement, on invite l'ensemble des collaborateurs, ou un nombre de collaborateurs déterminés, à proposer des idées. Donc on diffuse, en fait ce que je veux dire c'est qu'il faut diffuser le processus de consommation à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise pour qu'ils puissent avoir connaissance de l'usage que les gens ont de leurs produits et de la façon qu'ils ont de consommer. Une fois qu'on fait ça,
On demande, par exemple, dans une grande entreprise, aux collaborateurs de proposer des idées pour optimiser, non pas telle ou telle étape du processus, mais l'ensemble du processus. C'est-à-dire qu'on a une démarche qu'on pourrait qualifier de holistique. Dans certains cas, par exemple, moi je vois, je lave mon linge, eh bien, je vérifie que mon linge est effectivement lavé une fois que je sors mon linge du lave-linge. Mais s'il y avait un processus de validation que mon linge est lavé avant que je le sorte de mon lave-linge, ça m'aiderait, parce que moi, quand mon linge n'est pas propre, je suis obligé de recommencer un nouveau cycle de linge. Donc là, par exemple, on peut optimiser ce processus de validation du résultat du processus de consommation. Donc voilà, ça c'est un travail qu'on peut faire avec l'ensemble des collaborateurs. Et enfin, sur chaque étape du processus de consommation, il faut trouver des façons de l'optimiser. D'ailleurs, si aujourd'hui on passait un peu de temps ensemble, je suis certain qu'on pourrait trouver, pour le processus de consommation musicale que j'ai décrit plus haut, des façons d'optimiser chacune des étapes. Et en fonction de ça, vous cherchez des technologies nouvelles. Ça, c'est encore une mauvaise façon que les entreprises ont de procéder. C'est chercher des technologies, on ne sait pas pourquoi. Donc les gens cherchent des technologies, ils font le tour du monde, ils vont dans toutes les conférences, etc. À la fin, ça fait une liste de plus de 3000 technologies qui ont été récoltées par 15 personnes différentes sur les 5 dernières années. Personne n'a pu tout lire parce qu'il y a juste trop d'informations. Et donc, résultat des courses, il y a beaucoup de technologies, on ne sait pas quoi en faire. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est de la technologie qui aide les gens à réaliser ce qu'ils cherchent déjà à faire. Et donc à réaliser une des 8 étapes mieux que ce qu'ils pouvaient faire précédemment. Une fois que vous avez ça, vous êtes certain que vos consommateurs seront, entre guillemets, acheteurs de cette amélioration, de cette innovation. Si vous êtes capable d'améliorer l'ensemble des 8 étapes du processus, vous avez une innovation de rupture. Et vous allez bouleverser le partage de la valeur dans votre industrie. Vous allez faire que le premier ne sera plus premier, et vous-même, qui n'existez peut-être pas dans cette industrie, vous allez devenir premier ou parmi les premiers. Donc, pour faire ça, en fait, c'est une volonté stratégique, parce qu'il faut avoir cette nouvelle façon de voir l'innovation comme quelque chose qui doit simplifier la vie des consommateurs, qui doit les aider à réaliser ce qu'ils cherchent déjà à réaliser. Ensuite, il faut un management approprié, qui aide l'ensemble des collaborateurs à se concentrer sur le processus de consommation des clients. Et enfin, il faut des outils, par exemple des outils collaboratifs, pour qu'il y ait un partage de l'information, un partage d'idées qui soit optimisé, parce que les emails, au bout enfin je ne sais pas pour vous, mais moi au bout de 20 mails par jour, j'ai du mal à suivre. Donc voilà, c'est à peu près mon propos. S'il fallait résumer ce que j'avais à dire, c'était que l'innovation, c'est le seul vecteur pour pérenniser la croissance en entreprise. L'innovation est très difficile, il y a plus de 70% de taux d'échec. Réussir l'innovation, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire qu'à la fin, il y a quelqu'un qui achète l'innovation. Pour que quelqu'un qui achète l'innovation, il faut que ça lui simplifie la vie dans ce qu'il cherche déjà à faire, et pas un nouveau marché, un nouvel usage. Et pour réaliser ça, il faut diffuser le processus il faut analyser le processus de consommation, il faut le diffuser dans l'entreprise, et il faut chercher des innovations en conséquence. Et la mise en œuvre de tout ça, ça demande stratégie, management et outils. Merci bien. Je pense que c'est une très bonne illustration du lien entre innovation et processus. Ne trouvez-vous pas? Et je pense qu'on a trouvé cet exposé très intéressant aussi d'un point de vue de la transposition par rapport à nos différents métiers. Ça s'applique vraiment partout. On peut reprendre vraiment ça dans toutes nos industries. Et nous avons trouvé ça très pertinent par rapport au sujet d'aujourd'hui. Donc vraiment merci. C'était, je pense, d'une clarté assez claire.